J'ai le plaisir de modérer cette session avec Awa Keïta-Meyer, vous savez, qui est une grande spécialiste de l'anesthésie obstétricale. Et donc, je commence puisque je vais introduire mon collègue marseillais, Jamel Mokart, qui travaille à l'Institut Paoli-Calmette, donc qui est un grand spécialiste de la réanimation hématologique. Il fait ça tous les jours depuis longtemps. Il publie beaucoup là-dessus. Alors, peut-être j'arriverai à l'interrompre parce qu'il m'a dit qu'il en avait pour 45 minutes. Et donc, au bout de 25 minutes, j'essaierai de dire qu'il faut qu'il s'approche de la fin. Jamel, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les messieurs et mesdames les modérateurs tristes, puisqu'il faut dire comme ça maintenant. Donc, je remercie la SFAR pour l'invitation. Donc, on va se mettre grosso modo en situation d'admettre un patient d'hématologie dans une structure qui n'a pas trop l'habitude. Donc on va partir du principe que finalement on va mettre 24-48 heures avant de le transférer vers un centre de référence, entre guillemets. Et pendant ces 24-48 heures, il y a des trucs à faire et vite. Donc la réanimation initiale avant transfert, c'est peut-être la chose la plus importante. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt. Déjà, il faut être persuadé qu'il faut les réanimer, ces patients. Donc, le dogme qui consistait à penser, à dire que finalement, ils meurent tous, c'était peut-être vrai dans les années 90 où la mortalité était de 90%, mais c'est beaucoup moins vrai maintenant puisque la mortalité s'est améliorée sur ces 20 dernières années, tant pour le patient neutropénique, l'allogreffé, le patient hématologique et même chez les patients porteurs de tumeurs solides. Donc, ils ont une survie tout à fait intéressante et qui mérite en tout cas qu'on bataille un petit peu. 14% de ces patients nouvellement diagnostiqués sur cette série de 90 000 patients d'hématologie, donc c'est une série sur base bien sûr de données, 14% de ces patients vont être admis en réanimation, essentiellement des LAM et des lymphomes agressifs, on va dire. Et la mortalité de ces patients, c'est une série prospective multicentrique, c'est l'étude Trialo du groupe, montre que la mortalité en réanimation est de 30%, à l'hôpital 40%, toutes pathologies confondues, et un an 60%. Et les facteurs associés globalement à cette mortalité, c'est le délai d'admission en réanimation, donc il faut pas les laisser traîner aux urgences, il faut vraiment... Tout se joue dans les 24-48 heures. Le nombre de défaillances d'organes, la défaillance respiratoire et les infections fongiques. C'est des patients qui sont très difficiles à évaluer. Nous, on a un cahier de recueil des non-admis et sur la base de ce cahier-là, on avait évalué les patients qu'on ne prenait pas dans un premier temps et qu'on prenait ultérieurement. Les facteurs de risque associés à une admission ultérieure chez ces patients-là, c'était les événements respiratoires, la neutropénie et un séjour récent en réanimation. Alors on va se focaliser sur la neutropénie. La neutropénie, c'est finalement des infections qui peuvent passer inaperçues puisque la réaction inflammatoire sans neutrophile elle est un peu atypique. Et dans cette série qui date, 97, radiologie, on voit bien que chez des patients qui désaturent, qui sont neutropéniques et qui ont un peu de fièvre, si on fait une radio de thorax à J0, on voit pas grand-chose. Si on fait un scan thoracique coupe fine, il y a déjà de la pneumopathie bilatérale et les images apparaissent 4 jours après sur la radio de thorax. Donc si on part du principe que rapidement le réanimateur, et on l'a tous fait, se base sur la radio de thorax et qui prend ce patient 4 jours après, on a perdu 4 jours et en termes d'antibiothérapie, en termes de remplissage, en termes de plein de choses, ça impacte sur le pronostic. Cette étude de l'équipe de Saint-Louis, rétrospective, monocentrique, 200 patients proposés pour la réanimation, 105 admis immédiatement, mortalité 45%, 47 patients qui étaient bien et qu'on n'a pas pris tout de suite et 13 qu'on a admis ultérieurement, les mêmes que les précédents, on prend 20 points de mortalité en plus. Donc le timing est important et c'est important de les prendre le plus tôt possible. Et en monodéfaillance, si on peut, vous voyez dans la même série que je vous ai montré juste à l'instant, la mortalité des patients admis en monodéfaillance est de 20%. On ne sait pas, d'une manière générale, et pas que pour l'hématologie, on ne sait pas réanimer les défaillances multiviscérales
multiviscérales. Quand on réanime des défaillances multiviscérales, on se retrouve avec des mortalités des années 90, donc 90%. Beaucoup d'études qui montrent que les admissions précoces de ces patients-là sont associées à un meilleur pronostic. On va avoir quoi comme pathologie? Essentiellement de la détresse respiratoire, du choc qui va être du sepsis, de l'insuffisance rénale, du coma, et des prises en charge spécifiques en réanimation. Alors, quand on pense à la chimiothérapie, oui, on fait de la chimiothérapie IV, mais il y a beaucoup de chimiopéros maintenant, et on va en discuter tout à l'heure. Donc, la détresse respiratoire. Dans cette étude prospective, on avait montré, multicentrique, donc on avait montré que le temps entre le délai d'admission entre les premiers signes respiratoires et l'admission en réanimation était associé à une surmortalité, de même que le débit d'oxygène. Prendre quelqu'un à 15 litres, c'est pas bon du tout, vaut mieux le prendre à 5-6 litres. On sait très bien qu'avec le Covid, tout ça a été remis en cause, mais à un moment donné, tout va redevenir dans l'ordre, et ces patients-là, il ne faut pas les prendre à 15 litres d'oxygène en réanimation. Études prospectives, toujours autour de la détresse respiratoire. Alors là, c'est des patients d'hématologie qui sont admis pour une détresse respiratoire aiguë. 1600 patients, prospective européenne. Les facteurs de risque associés à la mortalité, c'est la gravité du tableau respiratoire initial à l'admission en réanimation, les défaillances d'organes autres que respiratoires, la ventilation mécanique, et l'absence de diagnostic pour ces patients-là. Quand on n'a pas de diagnostic, quand on fait tout en empirique, c'est directement impactant sur la mortalité. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'oxygénothérapie chez ces patients-là, VNI, Optiflow, les deux? Alors là, je vais répondre à vos questions tout de suite. Il n'y a aucune stratégie qui est supérieure à l'autre. Il faut les oxygéner. VNI versus oxygène dans cette étude du groupe et de Virginie Lemial. Pas de différence significative en termes de mortalité, pas de différence significative en termes de recours à l'intubation. Du même groupe, Optiflow versus oxygène standard, pas de différence pour les deux endpoints. Et finalement, l'étude de Rémi Coudroy parue récemment dans le Lancet, qui opposait Optiflow versus Optiflow VNI, pas de différence en termes de mortalité. Donc, il faut les oxygéner. Et le vrai truc, c'est quand les intuber. Et là, le délai d'intubation, lui, c'est un facteur de risque de mortalité. On voit bien qu'au bout de 2-3 jours, quand les gens sont pas bien, il faut prendre la décision de les intuber parce que les intubations décalées, retardées, c'est un facteur de risque majeur parmi tous les autres, tous ceux que je vous ai décrits, de mortalité. Alors, on sait les critères d'intubation, très difficiles. Là, on sait pas, chacun fait sa sauce, mais il faut avoir des protocoles et se tenir à ces protocoles. En tout cas, l'oxygène avant l'intubation, vous faites ce que vous voulez pour le mieux. Alors bien sûr, il y a des indications. L'OAP, on fait de la VNI. La décompensation de BPCO, on fait de la VNI. Mais les études que je vous ai montrées excluaient ces patients-là. Comment on les ventile? Il n'y a pas d'étude à proprement parler qui a évalué les volumes courants, les machins, les trucs. Cette étude de Alexandre Demoule de la Pitié qui montre qu'au milieu de tous les facteurs que je vous ai décrits, la pression motrice est un facteur de mortalité associé à la mortalité. Donc probablement il faut les ventiler de la même manière. Donc une fois qu'on les a oxygénés, et ventiler éventuellement, il faut faire du diagnostic. Et pour faire du diagnostic, c'est là où tu dois me freiner, Nicolas, parce que là, je vais passer 3 heures sur cette diapo si on ne m'arrête pas. Pour faire du diagnostic, il faut tenir compte du délai d'apparition des signes respiratoires, du type d'immunosuppression et des images à la radio de thorax et au scanner. Donc en rouge, les processus myéloïdes, en bleu, les processus lymphoïdes. Et avant le traitement, le patient, au diagnostic, le patient en leucémie aiguë va rentrer pour détresse respiratoire sur infiltration pulmonaire et pour pneumocystose chez les patients qui ont un lymphome, une pathologie lymphoïde. À l'induction, on va avoir des lyses intrapulmonaires ou des OAP chez les myéloïdes à cause des chimiothérapies et des infiltrations lymphomateuses ou des pleurésies chez les autres. À distance et en pleine neutropénie, on va être dans le fongique.
hein, l'aspergillose, là, comme vous voyez, du mucor, comme vous voyez. Et en sortie à distance, 3 semaines, 1 mois, la sortie de neutropénie sur un poumon déjà lésé est un facteur de risque de décompensation respiratoire. Donc, je vous invite à lire cette revue dans Lancet parce que c'est vraiment très, très bien détaillé. Après, il faut associer, en fonction du type d'immunosuppression, les possibilités de diagnostic étiologique. Pour les LAM, on va être dans la dysfonction phagocytaire. Ils vont avoir des chimiothérapies qui vont altérer les neutrophiles. Donc ça va être autour de dysfonctions neutrophiles, des grammes négatifs, des positifs et des infections fongiques. Quand les atteintes de l'immunité humorale, le myélome, on va être confronté à des pathologies à germes encapsulés, pneumocoques et autres. Et les pathologies lymphoïdes, on va être confronté à de la pneumocystose et des pathologies virales. Donc en fait, il faut savoir ça pour orienter l'antibiothérapie ou la corticothérapie nécessaire à la prise en charge initiale. Le scanner, du nodule, c'est du lymphome ou du fongique. Du ver des polis, c'est de la pneumocystose ou de l'OAP. De la consolidation unilatérale, c'est souvent de la pneumopathie. David Schnell a montré dans cette belle étude les associations cliniques entre immunodéficience et diagnostic. On voit bien que la pneumopathie bactérienne est souvent associée au myélome et à la neutropénie, et que les infections opportunistes sont associées aux immunodépressions type stéroïdes, syndrome lymphoprolifératif et greffe de moelle. Là, vous voyez une aspergillose avec le signe du halo, une pneumocystose avec du ver des polis et un respect sous-pleural, une pneumopathie unilatérale chez un patient neutropénique et des septums alvéolaires épaissis qui signent chez quelqu'un qui n'a pas de signe infectieux, une infiltration leucémique. Donc il faut vraiment essayer de faire le diagnostic au plus proche, et on verra probablement dans la discussion quel test il faut faire, mais là je ne pouvais pas l'intercaler dans le truc. Le sepsis, pareil, le sepsis, 2000 chocs septiques sur 20 ans, la mortalité, la survie à court terme et à long terme de ces patients s'est améliorée. Surtout quand on applique les bundles de la Surviving Campaign Sepsis. Donc là, c'est une étude rétrospective, mais pas chez le patient d'hématologie. On voit bien que quand on fait bien quand on cache les cases hémoculture, lactate, antibiotiques, cristalloïdes en termes de volume de remplissage et de délai d'administration, il y a une meilleure survie. C'est pareil pour les patients d'hématologie. Dans cette étude rétrospective de Frédéric Penn sur à peu près 400 patients, il y a eu avant et après la Surviving Campaign Sepsis et les différents bundles. Les patients d'hématologie répondent bien à ces bundles. Il y a quand même une spécificité à tout ça. C'est le neutropénique. Alors que le neutropénique, série prospective, multicentrique, 300 patients, 80% avaient déjà un sepsis, 80% étaient déjà traités avant l'entrée en réanimation par antibiotiques. La mortalité est de 30%. Voilà, ça c'est hospitalière. La mortalité hospitalière est de 30%. Et les facteurs de risque associés à visée microbiologique, c'est une autre étude, celle-là rétrospective, et elle est importante pour la pratique de tous les jours, en tout cas chez nous. C'est une antibiothérapie inappropriée est associée à une surmortalité. Un SOFA-score, le nombre de défaillances d'organes, on est encore sur il ne faut pas les laisser moisir en service, est associé à une surmortalité. Une infection à pio, surmortalité, et une antibiothérapie délivrée à plus d'une heure de l'admission en réanimation était associée aussi à une mortalité. Bon, après, c'est pas des chiffres, tout est discutable, mais faire du diagnostic, délivrer les antibiotiques très rapidement et documenter, c'est vraiment super, super important. Quel type d'antibiothérapie ? Il faut un antipio. Voilà, les gens qui mettent du claforan chez le sepsis, chez le patient neutropénique, c'est pas possible. Donc, faut du pio, faut un antipio. Est-ce qu'il faut des aminosides ?
possiblement, alors là c'est les recommandations de l'IDSA et des hématos, mais ça se superpose avec les RFE, SFAR, SRLF qui avaient été faits en 2016. Alors faut-il des aminosides? Oui, en cas de choc septique, mais il n'y a aucune étude qui le montre. Et quand on prend les méta-analyses chez les patients non réanimatoires, l'adjonction empirique d'aminosides chez ces patients-là est associée à une surmortalité. Donc voilà. L'avancomycine ou plutôt les anticoxy+, probablement quand il y a un choc septique, probablement quand il y a un pain d'appel cutané, mais uniquement. L'insuffisance rénale. Alors, les patients d'hématologie vont faire des insuffisances rénales. Hein. Ils ont des chimiothérapies, ils ont des antibiotiques, ils ont des aminosides, beaucoup de vancos. Ils vont faire tous, enfin, ils vont pas tous faire des insuffisances rénales, mais beaucoup vont faire des insuffisances rénales, 20% à 1 an, 30% à 5 ans. Alors faire une insuffisance rénale, c'est pas rien, parce que même avec un Cadigo 1 ou 2, c'est pas rien parce que finalement, ça impacte sur le projet de chimiothérapie, et finalement, ils n'ont pas une première ligne comme espéré, mais ils ont des protocoles bis, ils ont des plans B, et ça impacte, ça c'est Emmanuel Canet, qui avait montré que ça avait un point d'impact sur la rémission complète. Insuffisance rénale égale moins de rémission complète chez ces patients-là, avec tout l'impact que ça peut avoir sur la mortalité à long terme. Quel type d'insuffisance rénale? Dû au sepsis, au choc, au néphrotoxique. Et moi, je vais essayer très rapidement de vous parler du syndrome de Lise et de la néphropathie du myélome, parce que ça, c'est des trucs à connaître et très spécifiques. Donc, le syndrome de Lise tumorale, un patient arrive avec 250 000 blancs, un lymphome de Burkitt, avec ou sans chimiothérapie, parce qu'on peut avoir des lises tumorales. En tout cas, il y a la destruction des cellules cancéreuses spontanées ou chimio-induites, induit une augmentation du phosphate, du potassium et de l'acide urique par dégradation des acides nucléiques. Donc, il va y avoir des cristaux d'acide urique, phosphocalcique et xanthique qui vont se déposer dans les tubules, et c'est ça qui va qui va favoriser la survenue d'insuffisance rénale. Après, il y a d'autres facteurs associés, mais les principaux sont ceux-là. Quelle population? Le Burkitt, la LAL, la LAM et puis plein d'autres. Mais donc toutes les pathologies hématologiques à grosse masse tumorale. On diagnostique le syndrome de Lise biologique, on distingue le syndrome de Lise biologique. Alors hypocalcémie, j'ai bien dit hypocalcémie. Hyperkaliémie, j'ai bien dit hyperkaliémie, hyperuricémie pareil, et hyperphosphatémie. Donc on a ces perturbations, et vous allez voir que ça va avoir une certaine importance dans l'anticipation de la prise en charge. Et le syndrome clinique, insuffisance rénale, trouble du rythme et arrêt cardiaque sur hyperkaliémie, trouble neurologique. Alors, la prise en charge, elle s'articule entre l'hydratation et les molécules qu'on a pour diminuer l'hyperuricémie, que ce soit l'allopurinol ou les analogues de l'uratoxidase, à savoir la rasburicase, le Fasurtrek. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcalinisation des urines favorise la solubilité de l'acide urique, mais diminue celle du calcium. Donc ça favorise la précipitation de calcium dans les tubules. Donc on ne fait plus d'alcalinisation des urines chez ces patients-là. Quand on compare allopurinol versus rasburicase, on arrive à faire baisser en 4 heures des taux d'acide urique. Nous, on les reçoit, ils ont 800, 700. Donc c'est clair qu'ils peuvent précipiter leur calcul avec ça. Attention, le déficit en G6PD doit être recherché systématiquement, mais ça, c'est les hématos qui vont le faire. Chez ces patients-là, parce qu'il y a un risque d'hémolyse quand on utilise la rasburicase. Donc les mesures générales, il faut les hydrater. Il faut éviter de corriger les hypokaliémies, alors que les patients font des hyperkaliémies. Il faut, même s'ils ont des hypokaliémies avant l'induction, il ne faut pas les corriger, à moins qu'ils soient symptomatiques. Pareil pour les hypophosphorémies. Il ne faut pas alcaliniser les urines. S'ils sont hypocalcémiques, ça fait partie du syndrome de Lise tumorale. Il ne faut pas suppléter l'hypocalcémie, à moins qu'ils soient symptomatiques, parce que comme ils ont une hyperphosphorémie, ça va précipiter. Donc la prévention, elle est autour de l'expansion.
volémique, de la rasburicase versus l'allopurinol en fonction du risque, et de la dialyse si l'hyperphosphorémie est supérieure à 2 après 6 heures de traitement. Bon, personne n'est d'accord sur quand est-ce qu'il faut démarrer la dialyse chez ces patients. Le syndrome de lisse tumorale clinique, c'est une urgence absolue. Ils font des troubles du rythme, ils vont faire l'arrêt cardiaque, il faut les dialyser. Les nouvelles drogues vont induire, par définition, puisqu'elles vont liser les tumeurs, quelles qu'elles soient, elles vont induire des syndromes de lisse tumorale. Et c'est des trucs qu'on peut administrer per os. Donc, il faut se tenir au courant. Je ne vais pas vous faire un récap de tout ça. La néphropathie myélomateuse, la castnéphropathie, c'est la précipitation des chaînes légères d'un myélomodiagnostic dans le tubule. Dans les tubules, il faut hydrater. Il faut 3 litres, en prévention, un objectif de 3 litres de diurèse par jour. Il faut peut-être alcaliniser les urines, contrairement à ce que je vous ai dit pour le syndrome de Lise. Il faut corriger les hypercalcémies, il faut corriger les hyperuricémies. Il faut traiter un sepsis sous-jacent. Et pour le traitement, une fois que c'est avéré, il faut bien hydrater. Après, quand il faut dialyser, on dialyse. Il y a peut-être une place pour les échanges plasmatiques. Il faut surtout traiter le myélome. Le traitement du cancer en unité, quand on fait des chimiothérapies en unité de soins intensifs, ça peut arriver. Et qui dit chimiothérapie, c'est pas forcément IV, ça peut être PEROS. On peut avoir des drogues très efficaces PEROS. Donc vous pouvez être confronté à ça. On vous fait parvenir les comprimés, vous hydratez vos patients, et puis vous faites ce qu'il faut pour prévenir de la lisse tumorale, par exemple. Ces patients-là ont une mortalité de 20%. C'est pas un facteur de risque de mortalité d'induire en réanimation. Ce qui est important de savoir, c'est les courbes B et C. Peter Chelangowski en Allemagne ou en Autriche, je confonds toujours les deux. C'est pas bien là ce que je viens de dire. Les survivants ce qu'il faut voir, c'est que ces patients-là, les survivants de réanimation, ont la même survie que les patients identiques non admis en réanimation et le même taux de rémission complète. Donc quand ils sortent de réanimation, la vie continue pour ces patients-là à peu près de la même manière que ceux qui ne sont pas rentrés. Donc ça, c'est important de savoir que ces patients, on peut les prendre au diagnostic en réanimation et s'ils sortent, on a vu que la mortalité globale à l'hôpital était de l'ordre de 40% quand ils rentrent en réanimation. Mais quand ils rentrent pour chimiothérapie, elle est de 20%, le pronostic est le même que les autres. Ce patient, 45 ans, 254... Il te reste 5 minutes. 254, c'est bon, 254 000 blancs, induit en réanimation, LAM4. Au 3e jour, baisse des globules blancs, syndrome de Lise tumorale pulmonaire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc SDRA, c'est un SDRA. Alors quelles sont les possibilités diagnostiques? L'hyperleucostase, la leucostase, vous voyez là des vaisseaux pulmonaires, des capillaires pulmonaires remplis de blastes. Ce qui va réparer, c'est la chimiothérapie. L'infiltration leucémique dans les septa, des blastes leucémiques dans les septa. Ce qui va améliorer, c'est la corticothérapie et la chimiothérapie, mais tout de suite la corticothérapie. Lise intrapulmonaire, c'est l'intubation et le support en oxygène, et la corticothérapie, parce que quand ils font une lise pulmonaire, c'est post-chimiothérapie. Donc voilà. Alors la transfusion plaquettaire chez ces patients-là, il faut faire le cut-off prophylactique, il est à 10 gigas de plaquettes. Et on a opposé une attitude curative à prophylactique. En tout cas, pour les centres qui n'ont pas l'habitude, à moins de 10 gigas de plaquettes, il faut transfuser en prophylactique avec un objectif de plus de 20 000, on va dire, entre 20 et 50 000. La LA en induction est une population à haut risque. Ça, c'est une expérience du service. On s'est un peu loupé sur la prescription systématique d'une LA à l'induction. Le Covid, j'en parlerai pas. Les différents types de réanimation,
Alors, on a la full code réanimation. Le patient est jeune, il est au diagnostic, on fait de la réa, on ne réfléchit pas. On peut faire de la réanimation chez les patients en palliatif, un OAP ou un choc septique sur cathéter. Il reste 24 heures chez nous et il rentre même à la maison. Donc, ce n'est pas une contre-indication. Et puis après, pour tous ceux qu'on ne sait pas, on fait une réanimation d'attente et on regarde au bout de 4-5 jours comment les défaillances d'organes diminuent ou s'accentue, et on voit bien qu'entre ceux qui ne vont pas survivre et ceux qui vont survivre, au cinquième jour, on arrive assez bien à distinguer s'il faut continuer ou pas les soins. La conclusion, il faut les prendre précocement, il faut faire du diagnostic, il faut délivrer les antibiotiques en moins d'1 heure. Il faut arrêter les néphrotoxiques pour les insuffisances rénales et connaître les spécificités du syndrome de Lise tumorale. Les plaquettes, on vient d'en parler. Il faut toujours appeler un ami réanimateur qui connaît ou hémato. On ne peut pas s'embarquer si on n'a pas l'habitude. Et je vous remercie de votre attention. Bravo Jamel pour cette performance de la réanimation hématologique en 25 minutes. J'ai fait ce que... Oui. J'espère qu'il y aura des questions. J'en ai une pour commencer peut-être. Alors on a compris qu'il fallait les prendre rapidement, mais quelquefois les hématologues nous demandent de les prendre en préemptif, c'est-à-dire quand ils craignent un certain nombre de listes tumorales, des complications rénales sur des facteurs de risque, de les prendre pour faire la chimiothérapie en réanimation. Donc c'est ce cas clinique-là. Alors donc pour ce... alors oui, je vais vous parler de notre expérience. Donc nous, on les prend en préemptif. Les LAM à plus de 50 000 blancs et à moins de 50 000 plaquettes, on les prend en préemptif. 30% d'entre eux vont présenter une défaillance d'organes et ils présentent cette défaillance d'organes dans 90% des cas avant le 3e jour. Donc ça fait que finalement au 3e jour, au 2e, 3e jour, on peut les faire retourner en service une fois qu'on les a hydratés, induits, la chimiothérapie, etc., etc. Et la survie de ces patients-là est la même que les mêmes qui ne nécessitaient pas de réanimation, mais qui n'avaient pas ces facteurs de risque, qui avaient un peu moins d'hyperleucocytose. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ah, complètement. Parfait. Des questions sur ce domaine difficile ? Alors merci pour la présentation, c'était passionnant. Une question par rapport à l'organisation. J'imagine que chez vous comme ailleurs, il y a des problèmes de lits, d'effectifs, d'infirmières notamment, et qu'il y a peut-être des centres qui sont amenés à garder sur place et à pas transférer tout de suite des patients défaillants comme ça en hémato. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des systèmes de hotline ou d'autres pour aider à la prise en charge ? C'est une très bonne question. Il y avait un groupe de travail à l'ARS PACA où on a bossé là-dessus. Et effectivement, il y a des référents. Nous, on fait partie des référents. Après, on ne nous appelle pas beaucoup, mais on nous a... Parce que finalement, les patients sont assez bien dispatchés entre chez nous et chez Nicolas, qui fait de l'hémato aussi. Mais effectivement, il faut appeler un ami, comme je disais. La réanimation globale, c'est la même que le tout venant, mais il y a quelques spécificités, vraiment. Et sous une hyperphosphorémie chez quelqu'un qui a un syndrome de Lise, à qui on va laisser les apports en potassium et à qui on va suppléter une hypocalcémie qui fait partie du diagnostic du syndrome de Lise, on peut avoir des troubles du rythme ventriculaire et ça peut être délétère, c'est délétère pour le patient. Donc il y a des petites subtilités comme ça à connaître. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle ? Non. Très bien. Bon, tu as répondu à tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.